Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 10 août de l'an 2024, un numéro assez spécial pour lequel j'ai convié pour vous, chers amis internautes, pour des analyses pertinentes. Clément Adeoti Adéchian, chroniqueur, analyste politique, fondé du groupe de presse ESAE qui comprend l'Informateur, ESAE TV et ESAE Radio. Tout au long de cette semaine, 5 sujets majeurs ont fait l'actualité, ont parcouru les gros titres à la une des parutions. On a en premier lieu la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur béninois près la République du Niger à la personne de Gildas Agoncan, lesquelles lettres ont été présentées au ministre des Affaires étrangères du Niger. On en parle ce matin. On parlera également de l'absence de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvor sur la liste des personnes graciées par le président de la République Patrice Talon en l'honneur de la célébration de cette fête du 1er août 2024, notamment le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. On parlera sans nul doute également de ce grand nettoyage qui se poursuit au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC sous l'égide du président Édouard Kokou Loko. La délocalisation du marché international de Dantokpa continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive et anime les débats au sein de plusieurs forats. On en parle au cours de cet entretien. On n'occultera pas également de faire quelques commentaires sur les processus de désignation des candidats pour la présidentielle de 2026. On note déjà quelques remous au sein des partis politiques, notamment de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Juste après ce jingle, chers amis internautes, je retrouve mon invité. Clément Adeoti Adéchian, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Alors, on a 5 sujets à survoler ce matin. On démarre par la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur béninois Gildas Agoncan au ministre des Affaires étrangères du Niger. Lorsque vous avez reçu la nouvelle, pour vous, est-ce un ouf de soulagement? Êtes-vous convaincu que des lendemains meilleurs subsistent pour les relations entre le Bénin et le Niger? Pour une raison particulière, mon cher ami Dobloski, j'étais très content. C'est un ami personnel de vieille date, nommé ambassadeur depuis plus d'1 an. Vous imaginez, quand vous êtes dans une mouvance au pouvoir, ancien député à l'Assemblée nationale, et que c'est finalement ce qu'on a fini par vous donner, ambassadeur au Niger. Et puis, coup de théâtre. Vous estimez qu'il mérite mieux au regard de ses sacrifices, de son engagement pour la cause de Patrice Talon? Mais c'est un ambassadeur plénipotentiaire. Je n'ai pas dit qu'il méritait mieux. Je n'ai pas dit que c'est un strapontin. Ce n'est pas ce que je disais, ce n'était pas un strapontin. Je vous dis, après avoir été député pendant longtemps et qu'on finit quand même par vous nommer ambassadeur, et que coup de théâtre, vous n'êtes pas capable de bouger parce que un incident majeur international diplomatique a survenu entre le Bénin et le Niger. Coup d'État au Niger, frontières fermées, alors il devient ambassadeur sans portefeuille. Et à notre grande surprise, cette semaine, on a remarqué que sa lettre de créance a été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la junte au pouvoir au Niger. On pouvait se l'imaginer, on pouvait voir ça venir après la délégation de haut niveau qui a été dépêchée sur Cotonou, reçue par le chef de l'État, une séance de travail. Et ensuite, le numéro 2 quand même de la junte qui a fait une conférence de presse que nous avons suivie avec la délégation nigérienne au Bénin, à qui il a insufflé beaucoup d'espoir que désormais c'est presque acté que les relations vont se normaliser entre les deux pays. Alors déjà, en précaution de la lettre de créance, on savait que quelque chose allait bouger, que les lignes vont commencer par être franchies. Donc je suis content pour Dobloski qui a fini par être installé dans ses droits et en tant qu'ambassadeur plein. En tant qu'ambassadeur plein. Alors, aujourd'hui, on attend la nomination également d'un ambassadeur de la République du Niger près le Bénin. Pour vous, est-ce que cela doit se faire dans l'immédiat, vu l'installation déjà de Gildas Agoncan? Si le Bénin a envoyé son ambassadeur au Niger, qui a été accepté, de plein pied installé, la réciprocité diplomatique exige et oblige que cela ne se fera pas attendre, que l'ambassadeur du Niger au Bénin va être installé très incessamment. Il était connu, il était nommé certainement, il avait été rapatrié suite aux incidents. Je crois qu'il va revenir s'installer. Quelle est votre analyse de la posture actuelle de la junte au pouvoir au Niger? Est-ce que pour vous, ça descend ou ça prend en considération les réalités du terrain?
Il faut l'analyser sur plusieurs prismes. Oui. Le premier, l'euphorie derrière toute révolution. Ça emballe le peuple, ça emballe la liesse, ça emballe tout le monde, parce que c'est normal, toute révolution enchante toujours. Ensuite, la tension baisse progressivement, parce que vous commencez par vous confronter aux réalités du terrain, aux réalités du temps, aux réalités de l'espace, aux réalités de votre géosphère géopolitique, qui commence par vous indiquer les règles normatives de la vie courante. Alors, dès lors que ça se passe comme ça, vous commencez par regarder dans le rétroviseur, par regarder la vie du bon côté, et vous commencez par baisser en température, par vous comporter normalement comme un être humain normal. Et je crois qu'au Niger, on a commencé par le remarquer, qu'au lieu de faire parcourir 2800 km par les transporteurs pour aller au port de Lomé, il faut quand même faire 750 ou 800 km pour venir au port de Cotonou. Et même si on ne le fait pas bravoure, si on ne le fait pas nationalisme pour 1 an, 2 ans, mais si vous poursuivez sur cette quête-là, mais après 3 ans, 4 ans, ils n'auront plus de camions. Il n'y aura plus d'affaires, il n'y aura plus rien. Sans compter les djihadistes qui constamment profitent de la situation pour faire brûler les camions, ramasser les marchandises. C'est douloureux, c'est affable ce qui se passe. Mais je crois quand même que ça commence par être normalisé. C'est très bon pour les deux pays. C'est bon pour le Bénin. C'est bon pour mon pays, le Bénin. C'est bon pour le Niger. Est-ce que pour vous, la nouvelle posture très appréciée de la junte au pouvoir au Niger résulte de cette mission qui a été initiée par les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo? Alors, je vais vous dire une chose. Est-ce que tous les lauriers leur revient, oui? Vous devez avoir remarqué, non, attendez un instant. Vous devez avoir remarqué que la posture du Nigeria par rapport au Niger a radicalement changé au début même de la crise. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les sages se sont levés aussitôt et ont fait le déplacement de Niamey pour aller rencontrer la junte au pouvoir. Et aussitôt, ils ont rencontré le président Tinubu, à qui ils ont passé des messages d'apaisement. Ce qui fait quand même qu'au Nigeria, à un moment donné, cette belligérance, cette position belliqueuse, c'est d'abord le Nigeria qui l'avait porté et nous l'avons suivi. Mais pourtant, pourquoi les Nigériens ne s'en sont pas pris du tout aux Nigériens? Mais parce qu'il y a une certaine communication entre des sages des deux pays, des deux peuples à un moment donné. On a quitté la diplomatie classique pour rentrer dans l'abrapalabre qui caractérise l'Africain. Les Africains, eux, on a l'habitude de parler entre sages. Le Nigeria l'avait fait. Je crois qu'à un moment donné, les Nigériens attendaient ça de nous pendant longtemps, que nous quittions le terrain de la diplomatie formelle et classique. Et ce fut fait grâce au président Nicéphore Soglo et le président Boni Yahi. Je crois que cette démarche salutaire a créé un dégel. Elle est venue tard, selon vous, ou bien elle aurait pu venir plus tôt? Ça, tout arrive toujours à point nommé. Mieux vaut tard que jamais. On dit toujours que tout concourt au bien de celui qui croit en la providence à un moment donné. Les choses n'arrivent toujours jamais au hasard. Le hasard n'existe que pour celui qui ne croit pas aux règles scientifiques de la vie. et de concomitance. Oui. Règles de science et de concomitance. Les choses se mettent toujours ensemble. Les planètes s'alignent toujours en des moments donnés où il faut que ça s'aligne. Donc, il n'y a pas à être pressé. Il n'y a pas à dire que c'est arrivé tard ou c'est arrivé tôt. Ça devrait se passer comme ça. Et n'oubliez pas, si le président Nicéphore Soglo, le président Yahi Boni sont allés au Niger en mission officielle, si le Bénin ne l'a pas autorisé, ils ne l'auraient pas fait. S'ils sont revenus avec un message qu'ils ont transmis au chef de l'État, s'il n'y avait pas une disposition d'esprit sur place pour les recevoir, il n'y aurait rien eu. Si les Nigériens ont pu prendre le vol avec une délégation de haut niveau pour descendre à notre aéroport et être reçus, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des communications au sommet, au niveau diplomatique, qui ont commencé par évoluer. Donc tout a été mis en place au même moment et progressivement. Reconnaissons à César ce qu'il y a à César. Ce qu'ils ont fait, c'est louable, qu'ils aient pris l'initiative de le faire. Et le président Soglo, le président Boni, c'est très important. Mais s'il n'y avait pas de dispositif d'esprit du pouvoir béninois d'accueillir favorablement, de se dire un instant que nous en avons marre, on se lasse déjà de cette crise, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Si on ne le fait pas, à un moment donné, on ne se rend pas disponible pour accueillir favorablement cette tendance à la négociation.
ça ne se serait pas fait. Que dites-vous de certains analystes qui arguent de ce que la résolution du conflit entre Cotonou et Niamey va permettre une lutte efficace et efficiente contre le terrorisme avec Cotonou, avec le Bénin, le Burkina et le Niger? Puisque une fois le conflit avec le Niger réglé, le Burkina aussi risque de s'aligner puisqu'il est membre des États du Sahel. Ceux qui le pensent n'ont pas tort. Vous savez, les djihadistes, les terroristes utilisent beaucoup plus là, les deux grands parcs que nous avons au nord. Le parc W et le parc Pandiari. Et ces parcs, nous les partageons entre le Niger et le Burkina et le Bénin. De l'un comme de l'autre. Donc une synergie d'action. Lorsque vous rentrez dans ce parc-là, vous ne pouvez pas être capable de savoir où est-ce que quelqu'un peut s'installer si les djihadistes. Parce que lui connaît le terrain comme pas possible. Il peut vous tendre tous les guet-apens, les pièges, tout ce qu'il y a de plus dangereux pour vous mettre en difficulté. Et ça se passe régulièrement. Ils tuent nos militaires, ils tuent les militaires béninois, ils tuent les militaires burkinabés, ils tuent les militaires nigériens. Alors, imaginez un instant que cette fois-ci, nous commençons par parler d'une même voix, que nous quadrillions ensemble du point de vue sécuritaire cette zone névralgique-là, qui sont les PAC, où les djihadistes s'incustrent quand ils finissent de faire leur battu. Ils se replient rapidement à l'intérieur. Si nous maîtrisons le plus sérieusement du monde cet espace ensemble, du point de vue de notre communauté que nous partageons ensemble avec le Burkina et le Niger, les djihadistes qui n'ont pas intérêt aujourd'hui à ce qu'on s'entende, que ces trois pays s'entendent, je crois, vont avoir des soucis à se faire. Ils vont avoir du souci à se faire. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que ce vent panafricaniste qui secoue quelques pays limitrophes de part et d'autre va probablement influencer les élections générales de 2026? Je ne sais pas ce que vous appelez vent panafricaniste. Qu'est-ce que vous entendez par le panafricanisme? J'ai écouté Sonko dans cette semaine encore. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité internationale. J'ai écouté Sonko. Si vous l'avez écouté avec moi, vous allez décrypter dans son discours où il insiste encore pour dire qu'il est hors de question de ne pas renforcer la CEDEAO, qu'il est hors de question de ne pas rester communautaire. Et vous connaissez quand même le niveau de panafricanisme. On l'a commenté même sur ce plateau à la veille des résultats à Dakar. Au Sénégal. Que nous avons des panafricanistes pontins qui vont prendre le pouvoir. Et beaucoup se sont extasiés que vont enlever le Sénégal de la CEDEAO, de l'UEMOA. Mais ce n'est pas possible. On dit peut-être seul, on est fort. Mais ensemble, on est encore plus puissant. Mais vous ne pouvez pas, aujourd'hui maintenant, vous désarticuler d'une situation communautaire avec des conséquences incommensurables que cela puisse entraîner pour votre peuple. Et vous considérez, parce que panafricaniste que vous êtes fort. Vous ne pouvez pas l'être. Vous ne pouvez pas évoluer comme ça. Et le Sénégal a commencé par donner des signes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que nos amis putschistes qui croyaient avoir retrouvé peut-être dans leur giron le Sénégal, entend commencer par comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Je salue un peu l'AES tel qu'il envisage aujourd'hui, et ça avait déjà existé par le passé. C'est une plate copie de notre conseil de l'entente. Je comprends et je salue ça, mais on ne peut pas évoluer en vase clos aujourd'hui dans le monde aujourd'hui. Et si c'est ça le panafricanisme, ben autant retourner dans les années 72. Moi, je suis né dans les années 70. Donc, je suis allé à l'école et j'ai vu l'école Mao. Vous n'étiez pas encore né, vous ne connaissez pas ça. Nous avons chanté « Ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé ». On a vécu la révolution, hein, déjà avec l'Union soviétique. On a vu tout ça déjà. Ce n'est pas nouveau. Pour ceux qui sont nés dans les années 70. Donc, tout finit par finir, tout finit par tourner, tout finit par revenir à la normale. C'est vrai qu'on a des partenaires en face tels que la France, l'Occident, tel qu'on l'envisage aujourd'hui, qui doit également tenir compte de nos réalités pour envisager sa façon de traiter les Africains, de collaborer avec les Africains. C'est une réalité tangible que l'Afrique évolue et que dès lors que l'Afrique évolue, le point de vue de l'Occident, nos partenaires traditionnels, la France, les États-Unis, les Occidentaux, comme on les appelle, leur façon de nous traiter, de cohabiter, de collaborer, doit également évoluer. C'est normal. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'hier. Tout doit pouvoir changer. Mais cela ne signifie pas qu'il faut emboucher la trompette d'un panafricanisme arrogant et injurieux qui pense que, boum, il faut remplacer César
pas érode, et puis le monde va changer. Le monde va changer. Alors, Clément Diadichian, dernière question sur ce premier sujet-là avant de passer vers un autre. On sait que l'épicentre du désaccord entre Cotonou et Niamey, c'est lié aux relations avec la France, en quelque sorte, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous pensez que dans ce retour à la norme, Niamey va imposer des normes diplomatiques à Cotonou? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'était des... Lorsqu'on connaît un peu... Vous ne pouvez pas demander à un pays, choisir tes partenaires, tant qu'on n'est pas capable de dire au Niamey, à Niamey également, ou aux Nigériens, éloignez-vous de la Russie. Donc, chacun choisit ses amis. Donc, on ne m'indique pas quels sont les amis qui viennent dans ma maison pour manger avec moi. Donc, ce débat est dépassé. On n'en est pas là. La preuve, vous avez suivi également la position de Niamey sur Cotonou. Il n'y a pas de base militaire. Nous l'avons dit ici avec mon ami Fiacre. Il n'y a pas de base au Bénin. Et ils ont confirmé, il y a des coopérants. Le discours a évolué. Chaque pays a le droit d'avoir ses coopérants militaires. La coopération militaire ne date pas de maintenant. Ça existe depuis Mathusalem et ça va toujours continuer. Ça va toujours, c'est toujours comme continuer. Ça. Donc, ce débat ne surviendra plus. On va aller de l'avant et nous le souhaitons vivement que nous finissons et que cette frontière à Malanville s'ouvre enfin pour le bonheur des deux peuples. On va passer au sujet suivant. Certains analystes sont déçus de n'avoir pas, faut dire les choses telles qu'elles sont, de n'avoir pas vu Rekia. Mais j'ai envie quand même d'ajouter un élément parce que je suis allé sur Malanville rapidement, sur la frontière qui est fermée. Il y a beaucoup qui profitent, surtout des politiciens de la région septentrionale, qui profitent pour piétiner le chef de l'État. C'est un sujet qui est majeur. Vous savez, depuis que la frontière a été fermée, il y a les marchandises qui étaient arraisonnées, qui ont été bloquées à la frontière, sous les intempéries. Il pleut abondamment et les marchandises sont en train d'être détériorées. Ordre a été donné à la douane de passer aux ventes aux enchères pour que ces marchandises soient libérées, pour que les gens les achètent, qu'on les utilise. Mais les politiciens au nord s'efforcent de faire croire aux destinataires ou aux premiers propriétaires de ces marchandises qui sont en train de négocier avec le chef de l'État afin que leurs marchandises leur soient retournées. Alors, ce faisant, les marchandises continuent d'être bloquées aux intempéries. Je dis, je répète, s'il y en a qui continuent de grouiller derrière cette manœuvre, ils seront responsables devant l'histoire quand au moment des ventes aux enchères, on ne retrouvera plus des marchandises en parfait état d'utilisation parce qu'on a besoin de blé, on a besoin de maïs dans les marmites, on a besoin d'avoir des ressources pour manger et du vivre a été stocké à la frontière et on a demandé de les libérer aux ventes aux enchères, mais les politiciens magouilleurs, trucards, continuent de faire croire qu'ils vont récupérer ces marchandises-là. De toutes les manières, moi j'ai tiré la sonnette d'alarme, et je le dis encore maintenant haut et fort, et j'espère qu'ils le comprendront, sinon ils seront responsables devant l'histoire de ce qui adviendra de ces vivres-là. Alors qu'en dites-vous de l'absence de Joël Frédéric Caïvor et de Rekia Madougou sur la liste, leur absence sur la liste des personnes graciées ce 1er août? Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas que je les vois sur la liste. Et ils sont très nombreux, ceux qui sont éclairés de savoir qu'ils ne seront pas sur la liste, sauf ceux qui rêvent. En réalité, quand vous regardez l'histoire, vous regardez un peu le niveau de belligérance, vous devez comprendre que du jour au lendemain, on ne peut pas les gracier comme ça. Vous connaissez quand même le président Patrice Talon. Notre président, c'est quelqu'un, il est dur dans sa posture. Et quand il croit en quelque chose, c'est difficile de le fléchir. Et tant qu'il continue à croire que ces citoyens sont en prison dans le cadre de la déstabilisation du pays, dans le cadre de la déstabilisation de notre souveraineté, ça va être très difficile qu'il lève par un coup de bâton magique, par un décret d'une grâce présidentielle pour les libérer. Ça va être très difficile. Mais que dites-vous de ceux qui espèrent? Jusqu'au jour, oui, il finit par croire, ou par des interventions d'autres amis, comme ce fut le cas par le passé, et avec lui-même aussi d'ailleurs, sauf s'il y a des interventions de ce genre et qu'il y a des dispositions de chefs d'État étrangers qui interviennent pour faire de la médiation de haut niveau. Sinon, ça va être très difficile. Et je ne connais pas le niveau du dossier. Est-ce qu'ils ont fait appel de leur situation? Est-ce qu'ils n'ont pas fait appel? Est-ce qu'ils ont formulé l'amnistie? Il y a un débat qui avait cours. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée, peut-être même en leur faveur, pour demander qu'ils fassent une demande d'amnistie. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'ils l'ont écrit? Il y en a qui font d'espoir à ce que cette loi soit votée au niveau du Parlement.
Oui, oui, certainement, peut-être que c'est la porte de sortie, c'est la seule courroie Vous pensez qu'une loi ouverte. d'amnistie serait possible, Si, le vote? si ça les vise, si ça vise un peu à Les démocrates décrisper. à eux seuls ne peuvent pas. Est-ce que la mouvance va coopérer? Non, ce n'est pas les démocrates qui ont suscité cette loi. Cette loi, c'est un débat qui a été suscité du côté de la mouvance pour effectivement aider à détendre l'ambiance, à savoir qu'il faut les obliger à faire la demande d'amnistie. Vous savez, ce n'est pas facile. Quand on vous demande que vous avez volé, que vous dites que vous n'avez rien volé, et que vous finissez par dire, bon d'accord, je me reconnais en tant que voleur, alors pardon, libérez-moi. Il faut être vraiment courageux pour le faire. Il faut vraiment être courageux pour Il le faut être faire. courageux. Je dis, je n'ai pas volé. Vous m'envoyez en prison pour dire, tu es voleur. Maintenant, une loi dit, bon d'accord, reconnais que tu es voleur, et demande-moi, pardon, je ne volerai plus, libérez-moi. Donc il faut qu'il en soit ainsi pour que la loi d'amnistie la marche. Je connais des têtes fêlées qui sont dans le groupe, qui sont en prison, qui n'en arriveraient pas là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça va être très difficile. Donc, avant 2026, il n'y a pas grand espoir pour vous? Je vous dis, quand on est en politique, toutes les négociations sont possibles. Toutes les négociations sont possibles. Il y a l'invisible, il y a le domaine de l'invisible que nous ne maîtrisons pas quand on est en politique. Donc, l'invisible peut travailler et on peut avoir l'espoir de les retrouver libérés. C'est après tout quand même des compatriotes. On a besoin d'avoir tout le monde dans sa famille pour la paix, pour le bonheur de ce peuple. Pour le bonheur de ce peuple-là. On s'intéresse à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, où le nouveau président, Edouard Kokou-Loko, effectue un grand nettoyage. Edouard Loko, qui est enseignant dans la filière journalisme à l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Clément Otédéchian, dites-nous, pour vous, est-ce que ce nettoyage dénote d'une volonté de vouloir installer exclusivement son équipe ou c'est d'une volonté de pouvoir changer les choses pour la bonne marche? Alors, je ne suis pas conseiller à la HAC, je ne suis pas membre de l'équipe, mais je connais Edouard Loko, je connais le président actuel de la HAC, il est membre actif de l'équipe de formation de ESAE, et il n'abandonnera jamais ses cours pour rien au monde, je connais ses habitudes. Là, vous rassurez ses étudiants? Jamais, il n'abandonnera rien du tout, les étudiants vont le revoir, il est comme ça, et il ne laisse pas ses habitudes. Il dit souvent que ce n'est pas à son âge qu'on change d'habitude. Il mourra avec ses certitudes. Ça, c'est Edouard Loko, ça. Il faut être sûr que c'est comme ça. Alors, ce que je peux vous dire, lorsque vous arrivez dans un milieu que vous connaissez, il a été vice-président de la HAC pendant 5 ans. Il y a 2 mandatures derrière. Donc, il connaît bien les tas et les vices incurables de cette maison-là. Alors, si aujourd'hui, maintenant, il a le plein pouvoir absolu, et c'est lui qui est Dieu de la HAC, et qui a les manettes en main. Et je crois qu'il sait exactement comment nettoyer l'écurie d'Ogia pour remettre la HAC au travail, la HAC en selle. La HAC qu'on a en place là, mal est trop bureaucratique. Justement, il a lancé une interrogation lors de sa prise de charge, où il s'interrogeait et interrogeait le personnel de savoir est-ce que la HAC, pendant 30 ans, a été une administration de bureaucratie ou une administration de régulation? Pour vous, elle a été quoi? Beaucoup plus une administration de bureaucratie, en réalité. Et la preuve, ça se voit. Est-ce que vous pensez qu'une HAC qui fait son boulot permettra qu'on ait 200 journaux qui soient des journaux réguliers, autorisés, avec ce que la loi, quand même, la loi encadrée. Est-ce qu'on doit avoir autant de clochardisation dans notre métier si effectivement la HAC n'avait pas été autant bureaucratique, le plus sérieusement du monde? Mais il faut nettoyer. Vous voulez qu'on soit performant, vous voulez qu'on soit meilleur, il faut nettoyer. Vous voulez qu'on soit bon, vous voulez qu'on nous respecte, qu'on soit crédible, mais il faut nettoyer. Mais lorsque vous parlez de nettoyage, à quoi faites-vous allusion concrètement, Clément Otédéchian, vous qui êtes De promoteur l'intérieur et de l'extérieur? De l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire? Permettez que nous formons des journalistes, nous formons des bras valides, nous formons des personnes qui ont le diplôme. Permettez que ce soit celui qui s'appelle journaliste, soit celui qui exerce la profession. Mais pour le faire, il n'y a que la HAC. Pour donner ce coup de semonce-là. Il n'y a que la HAC pour faire le grand nettoyage. Il n'y a que la HAC pour permettre de façon crédible d'obtenir la carte de presse que lorsqu'on est seulement professionnel des médias. Aujourd'hui, il n'y a que la HAC pour définir qui est le patron de presse. Mais on laisse tout le monde s'installer, tout le monde est journaliste, tout le monde est celui qui est capable d'avoir sa petite tablette ou son techno de 22 000 francs et il s'installe. Et il écrit 2 ou 3 phrases sur les réseaux sociaux, il est journaliste. Quand tu l'interroges, il dit « je suis journaliste ».
Hein? S'il n'est pas activiste, il est journaliste. C'est quoi activiste? Ce mot sort de quel vocable? Où est-ce que ça a été créé? Activiste signifie quoi? Mais Clément Adjou-Djiladichian, Hein? on sent en vous On ne peut que... pas continuer comme ça. Nous, on peut avoir une école, former des impétrants que des parents investissent à payer pour faire former à grands frais. Mais et à la fin, on les met en compétition avec des clochards qui s'appellent journalistes et on va continuer par l'admettre comme tel, mais jamais. Jamais. Mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Et moi, j'ai espoir que nous allons, en tant qu'école, faire un bon travail avec le président de la HAC pour que le milieu soit assaini, pour qu'on soit fiers. Imaginez, la presse papier a disparu. Nous, on a été formés avec ça. Pourquoi la presse papier a disparu? Parce que les réseaux sociaux se sont installés. C'est une révolution numérique normale. Mais vous savez pourquoi ça marche? Parce que vous n'êtes pas capable de prendre aujourd'hui une presse papier et lire du bon français à l'intérieur. Mais c'est des gribouilles, c'est écrit dans des charabia indescriptibles et vous êtes obligé de l'accepter comme ça. Mais quel intérêt vous avez? Autant aller lire le Soula qui, dans un bar, écrit, fait son journalisme, il vous dit qu'il est journaliste, il écrit dans un bar. Autant aller le lire, lui, que de prendre une presse papier qui va te coûter 500 francs dans un feu. Est-ce que vous croyez à la réussite d'Edouard Locaux lorsqu'on sait qu'il a été mandaté par un politique et que, outre sa volonté, son engagement, il y a également la pression politique qui subsiste face à lui? C'est justement celui qui l'a mandaté qui sait qu'il n'y a que lui pour réussir cette mission. Ben, c'est un combattant sac au dos. Il a fait tous les parcours possibles. Et il a la malchance de connaître les tares et les vices de ce milieu-là. Mais il n'y a que lui pour le faire. Et il est entouré de professionnels, Basile Tibozo et d'autres, qui sont là, qui vont l'aider. Et Basile est président de la commission presse privée, heureusement. D'ailleurs, ancien président du CNPA, qui vient être président de la commission presse privée à côté du président Edouard Locaux. Si les deux ne réussissent pas à nous nettoyer cette profession, mais là, ils auraient prêché contre cette profession. Mais ils auraient prêché contre nous. Ils auraient prêché. Et je ne crois pas qu'ils pêcheraient. Je crois qu'ils feront du bon boulot et on sera fiers vraiment d'eux. Et vous êtes déjà fiers avec les premiers pas, les nominations, les décisions prises? Non, il n'y a pas encore de nomination. Quand on vient en place, on essaye de mettre quelques pions. Oui, les premiers pions. Le président Edouard Locaux a nommé son secrétaire général adjoint, un compagnon de tous les jours, François Aoudo. La directrice de cabinet, chargé de mission. Michel Tchanou et Agudounou. Tout ça, c'est des pions que vous placez d'abord pour commencer par. Oui, mais est-ce que déjà la pose de ces pions-là rassure? Parce que lorsqu'on parle de secrétaire général de la HAC, quand même, le secrétaire général, c'est quand même une personnalité importante. Mais vous connaissez Aoudo? Vous avez l'impression que c'est moi qui pose la question ici. C'est votre professeur. Aoudo, c'est votre enseignant. Alors dites-moi si vous, Aoudo, secrétaire général de la HAC, ça ne vous rassure pas déjà de ce que cette maison-là augure dans la lendemain meilleur. Vous avez des doutes quand vous voyez François Aoudo? Donc la HAC est dans de bonnes mains. Quand vous avez votre professeur, Michel Tchanou, et en tant que chargé de mission à côté d'Edouard Locaux, vous n'êtes pas rassuré? On est plus que rassuré en tant qu'étudiant à l'ESAE. Alors, voilà. à présent, on parle de la délocalisation du marché international de Dantokpa. Clément Adjou-Djiladichian, cela fait grincer beaucoup de dents, malgré les moultes communications qui ont été effectuées par l'équipe gouvernementale. Le paradoxe demeure. Certains estiment que un pan de l'histoire du pays va être effacé après d'autres actions qui ont été menées, effaçant ainsi un pan de l'histoire du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas commerçant, sérieusement, pour vanter les mérites de Dantokpa. J'ai traversé Dantokpa quelques fois pour quelques achats, c'est vrai. Mais il y a des discours, des anachronismes que je ne tolère pas. Pan de l'histoire. Vous n'avez pas... Est-ce que vous avez grandi à Cotonou? Parce qu'il y a des endroits de Cotonou que je peux vous indiquer. Si je vous dis ce qui était là avant, vous allez dire non. Mais ça a été rasé, ça a disparu. Totalement alors. Plus récent encore. Vous pensez que c'est facile de nettoyer les Filao, la maison du président Kérékou? Ce n'est pas un pan de notre histoire qui a disparu. Oui, justement, ça estime qu'on aurait pu faire autre chose. Mais on a fait autre chose. Il y a un jardin qui est en place, qui est là. J'étais contre, franchement, pour ce que représente le président Kérékou, l'icône qui représente. J'ai grincé des dents. Franchement. J'ai tempêté à voix basse. Certains disent qu'on aurait peut-être vu une statue. Parce qu'on ne devait pas nettoyer ça. Hein? Je n'ai pas eu le courage de le dire haut et fort à l'époque, mais pour ceux qui m'approchaient, je grondais. C'est sûr. Pourquoi ne pas le dire haut et fort? Je grondais. Mais je suis passé par là ces temps-ci. Et croyez-moi, c'est une beauté féerique. Un pays a besoin d'avoir ces choses-là. Quand les touristes arrivent,
des visiteurs rentrent dans un pays, vous quittez l'aéroport et vous passez par le port autonome de Cotonou. Aujourd'hui, vous arrivez dans ce jardin-là, avant de tomber de l'autre côté à Gankri. Gankri qui est en train d'être transformé totalement. Mais vous n'avez pas l'impression que le pays change, ça donne quelque chose. Mais écoutez, mes anciens parents ont l'habitude de dire que quand tu n'aimes pas Adja, il faut apprécier son panier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Non, nos amis internautes, c'est pas sûr aussi. Si, comprenez. Les plus anciens doivent comprendre. Si tu n'aimes pas l'ethnie Adja, apprécie que c'était les meilleurs vanniers. Ils savaient fabriquer du bon panier à l'époque. Je ne sais pas s'ils le font toujours bien maintenant. C'est ce que ça signifie. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais quand il fait du beau, il est créatif, il faut savoir apprécier ce qui te présente de beau. Le président Patrice Talon a ses défauts. C'est vrai, il a créé la raréfaction au niveau des sources, revenus. L'argent ne circule plus comme avant. Vous le dites aussi, vous, que l'argent ne circule plus comme avant? Mais je suis au bord de la voie. Si ça allait passer par ma fenêtre, j'aurais vu et j'aurais attrapé. Et si moi j'en attrape, vous allez être davantage heureux. On en a davantage. Donc si moi je n'attrape pas, c'est que vous n'en attrapez pas non plus. Donc l'argent ne circule pas comme avant. Plus comme avant. Ça c'est vrai. Ben, il retourne par rapport à ça, que c'est les différentes choses-là, circulation malheureuse, malencontreuse, que il a pu fermer pour redresser le pays, pour construire le pays avec. C'est vrai, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je crois qu'il y a possibilité d'équilibrer les deux. On a besoin que l'argent circule un peu plus davantage pour les opérateurs, pour nous, et promoteurs d'université, pour que les parents n'en doivent pas suffisamment autant d'argent et qu'à la fin de l'année, on ne soit pas capable de faire des recouvrements. On a besoin d'un peu d'argent, mais on a besoin de construire le pays. Et je crois que ce qui se fait, c'est bon. Je dois revenir à votre Dantokpa. Oui, avant de revenir à Dantokpa, tout à l'heure, vous avez évoqué que vous êtes promoteur d'école. On n'arrive pas à vous voir très souvent. Certains estiment que l'avènement des lycées agricoles est une menace pour vous, les promoteurs d'école. Non, mais pourquoi? Des lycées techniques. Mais pourquoi? Tout le monde ne peut pas être agricole dans un pays, non? Tout le monde ne peut pas être... Comment voulez-vous que tout le monde devienne ingénieur agricole? On construit un pays avec des ingénieurs agricoles partout, mais ce n'est pas possible. Ben, il faut qu'il y ait des ingénieurs ailleurs, en point chaussée. Il faut qu'il y ait des ingénieurs également en télécommunication. Il faut qu'il y ait des ingénieurs en ressources humaines. Il faut qu'il y ait des ingénieurs en administration. Il faut qu'il y ait des gens qui passent les écritures au trésor pour payer les factures. Il faut qu'il y ait d'autres personnes. Ben, vous savez, dans une machine administrative, vous savez le nombre de personnes qui travaillent. Vous allez aligner partout les ingénieurs. Comment vous pensez que ça peut nous faire disparaître? Le pays, ce pays, comme toute l'Afrique d'ailleurs, a des difficultés parce qu'on n'a pas de constructeurs. Vous savez qu'on devait construire Maria Agleta, on est allé chercher des soudeurs qualifiés au Ghana. On est allé au Ghana chercher des soudeurs qualifiés pour pouvoir construire Maria Agleta. Ça signifie qu'on n'a pas pu avoir dans notre pays 300 soudeurs qualifiés, formés en métallurgie pour souder. Mais ça signifie que le pays a besoin de créer des valeurs en matière de technologie, de pointe informatique, agriculture, ingénieur mécanique. On en a besoin. C'est un déficit. Mais comment voulez-vous qu'on dise que maintenant lancer toute une machine pour former ces bravarides-là va faire disparaître les écoles du tertiaire? Au contraire, nous devons accompagner ça pour que quand on finit de les former dans les lycées, nous on les récupère à l'université pour faire d'eux maintenant des ingénieurs universitaires. Les lycées ne forment pas des ingénieurs. C'est les universités qui forment les ingénieurs et l'État seul ne peut pas les former. Nous devons accompagner l'État dans ce domaine-là. C'est ce que nous faisons. Alors, pour revenir au marché de Dantokpa, Dantokpa a une histoire. Dantokpa repose, selon certains comptes, sur le fétiche dent. Alors, comment pour vous cette délocalisation est possible? Alors, vous ne m'avez pas invité ici en tant que métaphysicien. Bon, je ne suis pas ici, en tant peut-être pour ceux qui ne savent pas, qu'ésotériste. Vous êtes de Takon et à Sakété, on croit en certaines traditions. Alors, pour ériger un marché, on dit en fond, par exemple, non, pas que seulement voilà. Que je suis Sakété. Je suis très bon en métaphysique aussi. J'ai touché à tout. Je me connais parfaitement bien en ésotérisme et je suis capable de répondre à cette préoccupation. Mais je n'irai pas là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire une émission d'animation politique. Alors, nous restons sur le terrain politique pour dire, pour pouvoir faire du beau, du neuf, il faut détruire le vieux. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous êtes allé à Calavi pour voir le marché de gros qui a été construit là-bas? Franchement, il est beau. Dans cette sous-région, peut-être qu'il faut aller au Nigeria. Tout comme les marchés modernes. Dans l'ancien New Road ou My 12 pour avoir encore ça.
Hein? L'inquiétude des uns et des autres, c'est que Alors, même les nouveaux marchés modernes qui sont construits ça et là, on sent que les bonnes dames préfèrent aller animer autour des... là où c'est sale. Non, mais non. Écoutez, c'est pas possible. C'est comme si on préfère enlever chaud là, le port de sa porcherie, qu'il y retournera toujours. Non, non, non. Vous ne pouvez pas installer quelqu'un dans un dispositif assez agréable, amélioré, pour qu'il dise non, je préfère rester là où c'est sale. On a besoin effectivement d'éparpiller les différentes spécialités de Dantokpa sur plusieurs sites, sur plusieurs marchés. À Kourounou, La galerie. la grande bâtisse qui est au milieu là, la maison, l'étage de Dantokpa là, que tout le monde connaît, Oui, oui. Adjali. ça a un nom. Non, 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 pas Adjali, ça a un nom là. Étage de Goulé. Quand on dit étage de Goulé, c'est pas Adjali. Hein. Singbougoulet. C'est pas Adjali. Oui, Hein. c'est pas Adjali, oui. C'est là où on vend les bijoux, les maroquineries et tout. Mm. C'est déplacé entièrement maintenant à Kourounou. À Kourounou, c'est à l'intérieur du stade de Kourounou. C'est ça qui est là entièrement. Donc on les déplace là, dans un cadre neuf. Vous voulez faire de la maroquinerie, les bijoux, vous allez à Kourounou. Vous voulez faire les bétails, et vous voulez faire les grands marchés de fruits, et les légumes, maïs, les vivres, vous allez à Calavi, ainsi de suite. Vous ne voulez pas faire ces déplacements-là. Il y a maintenant une douzaine de marchés modernes qui sont répartis un peu partout, qui ceinturent Cotonou, mais on a de quoi installer les bonnes dames. Ce que je n'accepterai pas, c'est qu'on y mette de la politique pour que les dames qui vendaient avant ne retrouvent plus leur place pour continuer à vendre. C'est ça que je vais dénoncer. Ok, merci à vous. Sinon, en dehors de ça, déplacer dans ton pas et transformer cet engorgement que ça nous crée souvent quand on doit passer par là, dans un centre, un site plus touristique. Mais c'est plus beau. Quand vous voyez dans certains pays, on crée la corniche, vous quittez la mer, vous traversez la berge, vous évoluez jusqu'à aller à Saint-Cécile-Laguier là-bas pour progresser, pour évoluer. Je crois que si ce plan-là est mis en place, vous allez passer par là, vous allez vous demander, mais on avait de si belles plages, on avait de si belles plages au Bénin, on a pu créer des berges aussi agréables pour nous. Hein? Vous prenez votre copine, vous passez par là tranquillement pour avoir de bons airs. Hein? Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alors, dernier sujet ce matin, très rapidement, on va y aller. On parle du processus de désignation des candidats à la présidentielle de 2026. Déjà, selon certaines indiscrétions, après le retour des congés gouvernementaux, on aura beaucoup plus d'activités sur le plan politique avec la nomination des ministres conseillers. Mais déjà, au sein des partis politiques, on sent une petite émulation de part et d'autre. Certains acteurs politiques réclament une démocratie au sein des formations politiques afin que les candidats soient désignés dans la grande démocratie. En ligne de mire, on note Distel Amoussou, que vous connaissez très bien, qui réclame que la démocratie soit davantage exprimée au sein des partis politiques et que les dirigeants ne soient pas nommés à la tête des partis politiques pour rester en conformité avec l'esprit de la réforme du système partisan. Qu'en dites-vous? Bien sûr, je vous comprends très bien. Alors, je ne prends pas le parti politique qui apparaît le plus démocrate possible, les démocrates. Il ne serait même pas possible de faire des primaires à ce niveau. On sait très bien que c'est 2 ou 3 personnes qui vont, si ce n'est une seule personne d'ailleurs, pour désigner qui sera le candidat des démocrates. Il n'y a même pas de primaires aux démocrates. À plus forte raison, à l'UPR et au BR. Mais vous bluffez ou quoi? Le président Talon vous a exprimé par tous les moyens possibles que quand le moment viendra, il désignera le candidat qui va le succéder, et personne n'a encore compris ce message. Les gens ne continuent pas à s'agiter. Mais est-ce que c'est encore possible avec, par exemple, un parti politique comme l'Union progressiste de renouveau qui davantage prend de l'ampleur avec l'installation de ces structures de base? Est-ce qu'une fois que les structures de base sont installées, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible d'imposer quelque chose à la base? Mais retenez ceci, l'UPR, le BN n'existe que parce que le président Talon est là. Et c'est le président Talon qui désigne n'importe qui des 2 partis là, la personne gagnera les élections. Ça, c'est sûr. S'il se déploie lui-même, il aura en face l'appareil démocrate. Ça, c'est sûr. Ça va être chaud. Surtout dans le côté septentrional du pays. S'il y a un candidat fort des démocrates qui vient du Nord, ça va saigner, ça va s'affronter. C'est sûr et certain. Mais qui qu'il soit, si l'UPR et le BR font bloc, en réalité, pour avoir un candidat que le président Talon choisira lui-même, le combat va être féroce, mais au final, c'est comme on le dit, le football se joue à 11 contre 11, à la fin, c'est le Real qui gagne. Le choix de Patrice Talon n'aura-t-il pas des affronts au sein de la mouvance présidentielle lorsqu'on voit déjà des inconditionnels d'Olivier Bokor de part et d'autre se manifester, d'autres inconditionnels également qu'on étouffe dans l'ombre? Est-ce que vous pensez que le choix de Patrice Talon qui n'ira pas dans le choix des noms qu'on connaît déjà, tels que... Et c'est qui les courageux qui seront capables d'affronter le président Talon? Vous en connaissez? Wait and see peut-être. Dites-moi, vous en connaissez?
Vous en connaissez? Depuis qu'il a dégommé Olivier Bocor publiquement, à part quelques sous-fifres qui en cachette dans l'ombre continuent pas à s'agiter, continuent pas à dire nous sommes toujours là au B. Moi, j'aurais aimé quand même qu'il dise je suis un homme, je suis libre, je veux être candidat, je m'exprime. C'est un homme. Et il a le droit d'exprimer ses opinions. Donc vous estimez que lui qui est proche, qui est si proche, pourquoi il n'a pas été capable de braver cette humiliation-là et il a oublié de se taire? Un autre, Jonas Dayon, quand même, c'est une humiliation que le numéro 2 du palais, connu de tous, le tout-puissant patron de Bailly. Du bureau d'analyse et d'investigation. Enfin, nous pour rigoler, on dit Bailly, c'est BAI. BAI, tout à fait. BAI, on dit Bailly. Le président de Bailly a pu quand même être excommunié facilement comme ça, et il s'est terré aussi, sans crier gare, ainsi de suite. Alors, vous pensez quoi? Qu'ils ont le courage de dire, bon, ça y est, on y va, affrontons-le, nous voulons prendre notre indépendance, que nomme l'ancien ministre de la Justice, de temps en temps, il fait quelques regroupements à l'OCOSA, et mon frère, ami, Osvaldo Meki, quelques apparitions souterraines, comme ils peuvent le faire, mais personne ne peut aller au front. Encore que déjà, lui, il a été très courageux de dire ce qu'il ne faut pas dire quand il faut le dire, au point de quitter le gouvernement. C'est à saluer quand même, c'est courageux, même si ça ne peut que s'en tenir là, en réalité. Et je ne pense pas que, tel que vous l'évoquez, les fins de mandat sont toujours tumultueuses. On a toujours envie de montrer que celui qui est là est fini, on peut l'affronter. Mais celui qui est là s'appelle Patrice Talon. Et donc pour vous, rien ne pourra l'échapper. Il s'appelle Patrice Talon. Et Patrice Talon, ce n'est pas qu'il a fait 10 ans de pouvoir Bénin. Et avant 10 ans, il était presque président du Bénin. Au temps de Yahi, il était presque avant Yahi. Et il le sera après lui-même. Donc d'une manière ou d'une autre. Donc vous pensez qu'il va continuer par influencer la vie politique après 2026? Je suis très sûr. Et donc, dernière question, vous pensez que la réforme du système partisan, les partis politiques qui ont progressé le renouveau, le bloc républicain, vont survivre après 2026 si Patrice Talon n'est plus au pouvoir? Est-ce que ça va s'appeler le même nom? Est-ce que ça va... Est-ce qu'il n'y aura pas une fusion? Est-ce que ça va devenir rester la même chose? Ce que je sais, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Quel que soit celui que le président Talon mettra en place, une fois qu'il sera élu, il ne sera plus le même homme. Il ne va pas être obéissant à 100%, ça c'est sûr, et il le sait, et c'est ça sa plus grande crainte. C'est sa plus grande crainte. Il sait que qu'il soit qu'il mettra là, ne fera jamais. Dès lors qu'on t'installe sur le fétiche, comment, vodon tatoueur, comme on le dit, vodon tatoueur. Une fois que le fétiche tombe sur ta tête, c'est toi qui es le Manitou. En même temps, dès lors que c'est comme ça, écoute, dès lors que la passation est terminée, que l'autre, on le sort comme un tout petit de la présidence, qu'on t'installe et que les paraffeurs commencent par passer devant toi, par circuler, mais là, c'est là que tu découvres la réalité du pouvoir. De votre argumentaire, on déduit que vous ne croyez pas véritablement à une alternance, à une prise de pouvoir par les démocrates en 2026. Une possibilité de leur part. S'ils sont partis politiques et qui se battent pour ça, ils n'ont qu'à se battre. Je ne peux pas décréter à 1 an et demi qui ne peut pas... Mais vous, en tant qu'analyste, observant Patrice Talon, il y a de petites chances qu'il perde le pouvoir. Petite chance. Si celui qui est au pouvoir s'organise très correct, s'organise correctement bien, met en place sa machine correctement bien, on le bat difficilement. Je vous donne un exemple. Le président Yahi, il nous a imposé Lionel Zinsou. À combien de mois de la fin du mandat? 9 mois. Vous imaginez que pourtant Lionel Zinsou a eu 34% au deuxième tour, qu'il a eu 28% au premier tour. Premier, il a battu tout le monde. Un blanc que personne ne connaît. Et où tout le monde dit yovo, yovo, bonsoir, dans toutes les contrées. Mais comment se fait-il que Zinsou a pu avoir 28%? Parce qu'il a été adoubé par le pouvoir, par le président qui est en place. Vous voyez la puissance d'un président en exercice. Quand c'est lui qui adoube, quand c'est lui qui propose, quand c'est lui qui soutient, quand c'est lui qui met toute la machine derrière. Pendant que les autres doivent se débrouiller par eux-mêmes. Mais ici, c'est la machine qui est en compétition. Vous avez vu? Notre frère, ami, compatriote blanc, comme on l'appelait, n'a pas été élu, il le doit bien à la couleur de sa peau. Désolé. Je crois que les confidences même disent autour du président Talon que si c'était Komi Kouché, Abiola ou un autre
qui était candidat de Yahi Boni. Talon a perdu les élections. Ça, il le savait. Merci à vous. Yaya a donné le pouvoir cadeau au président Talon grâce à Yovo. Pas inadvertance. Merci. Non, pas inadvertance, pas mépris, Mépris. Mépris à la bord de qui? De son peuple, de son entourage. Tu ne peux pas faire débarquer à 9 mois de la fin d'un mandat un blanc, pratiquement qui n'est jamais resté dans le pays, pour dire que tu seras le candidat qui va conduire ceux qui souffraient, ceux qui travaillaient avant. Et sa machine FCBE, ça ne se fait pas. C'est du mépris. Et il a payé au prix fort. Merci à vous, Clément Adeoti Adéchian. Et on espère vous retrouver encore très prochainement, même si vous prenez un engagement ce matin. C'est pas sûr que vous allez le respecter pour les semaines à venir. Merci à vous quand même d'être passé. C'est vous qui vous me programmez, vous m'informez. Si vous ne me programmez pas, je ne viens pas. C'est vous le patron de vos émissions. Vous programmez, vous m'informez à l'avance. Et je prends les dispositions pour ça. Merci à vous pour cet engagement que vous avez pris. Et chers amis internautes, on va programmer cela avec un vis-à-vis très prochainement pour des analyses plus aiguisées. Merci à vous, Clément Adeoti Adéchian. Je rappelle que vous êtes analyste. Le mois d'août, c'est un mois de vacances. De vacances, donc peut-être. Le gouvernement aussi va en vacances. Le gouvernement va en vacances. Vous aussi, vous allez en vacances. Il faut profiter d'eux pour se reposer aussi. Il faut profiter d'eux pour se reposer. Ou peut-être les retrouver aussi sur les Champs-Élysées. Merci à vous, Clément Adeoti Adéchian, analyste chroniqueur politique. Qu'est-ce que vous savez? Fondé. Les autorités sur tous les Champs-Élysées? Oh, pour la plupart, c'est ce qui se susurre. J'ai jamais rencontré quelqu'un, en tout cas, là-bas. Fondé du groupe de presse ESAE qui comprend l'Informateur, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, ESAE Radio et ESAE TV. Merci à vous. Vous êtes également le promoteur de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui nous a formés également, Clément Adeoti Adéchian. Nous sommes en pleine période où, aujourd'hui, on apprend déjà que dès la semaine prochaine, la ministre de l'Enseignement supérieur, Eleonore Yaïla Descamps, va effectuer quelques séances d'information sur le choix des filières au niveau des campus pour les nouveaux bacheliers. Vous, Clément Adeoti Adéchian, qu'est-ce que vous avez à dire à nos jeunes bacheliers pour les convaincre d'être inscrits à ESAE? Non, ce que je peux leur dire, pas forcément d'abord pour ESAE, en tant que fondateur, en tant que pédagogue, en tant que formateur, c'est de leur dire d'abord et surtout de ne pas suivre un ami pour aller faire une formation. De ne pas suivre la télé pour dire, je l'aime bien lui, il est médecin, je peux être médecin. De ne pas suivre un pote pour dire je vais faire telle formation. De se fier d'abord à ses capacités intrinsèques. Tu ne peux pas avoir fait le bac A, bac B et dire je vais être médecin. Tu peux pas avoir eu le bac A, B, G1 et dire je vais être ingénieur informatique. Ah, ça me plaît j'ai toujours rêvé d'être informaticien. Moi, j'ai toujours rêvé de toucher à la machine. Mais il ne fallait pas avoir le bac A, B et G1. Tu ne peux pas être un bon informaticien. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir le bac A, A1, A2 et dire, moi, j'ai toujours rêvé d'être comptable. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. La comptabilité, va te foutre en l'air. Les mathématiques vont te créer des problèmes. Tu ne t'en sortiras pas. Quand tu as ton bac, regarde tes capacités intrinsèques, ce que tu peux faire avec. Lorsque tu as le bac D, par exemple, alors là, tu peux choisir d'aller là où tu veux. Lorsque tu as le bac C, tu peux aller là où tu veux. Qui peut le plus, peut le moins. Mais lorsque tu as eu le bac A, bac B, sois modeste et écoute les gens t'orienter. Il y a de multitudes de filières que tu peux faire lorsque tu n'as eu que le bac A et B, qui sont de très bons bacs. Je suis littéraire. C'est le bac que j'ai eu, le bac littéraire. Je crois que c'est ce que tu as fait. Exactement. Voilà. Pourtant, tu es un excellent journaliste. Merci. Hein? Et je ne vais pas regretter le parcours que j'ai eu dans ce métier. Même si ce n'est pas aussi facile aujourd'hui comme ce l'était avant. Mais on peut exercer de très bons métiers d'administrateur, de très bons métiers de digitaliste, journaliste et spécialiste en web média. Il y a plein de choses aujourd'hui. Et quelles sont les formations dont on dispose à ESAE? Tu peux créer suffisamment de métiers avec le bac que tu as. Il suffit seulement de faire confiance en tes capacités intrinsèques. Et de savoir écouter les gens quand on te parle. Et de ne pas dire non, mais si mon ami veut faire la comptabilité, je le suis, on va en comptabilité ensemble. Mais ton ami a eu le bac G2, donc il peut faire la comptabilité, mais toi non. Ton ami a eu le bac D, il peut faire la médecine, mais toi non. Mais tu vas faire la même classe pendant 3 ans, 4 ans, et à la fin on va te renvoyer. Non, si on vient à ESAE, on connaît les filières. ESAE d'abord, on est les papes en journalisme et en métier de l'audiovisuel. Personne ne peut nous dénier cela, on est très équipés. Et tout à fait. La ministre nous avait visité un jour, a vu les installations, mais elle a dit waouh, on a encore dans les archives. La ministre même a
ce qu'on fait ici en journalisme, Elle a validé, elle a approuvé. ouais, c'est parce que le promoteur est journaliste. C'est normal. Lorsque c'est ton métier, tu sais le matériel adéquat qu'il faut pour former dans ce métier-là. Journalisme et métier de l'audiovisuel, on est les papes de A à E. Il y a pas... En dehors de cela, Les administrateurs qui passent par ici, que ce soit l'administration générale, l'administration des finances, les impôts, on a un bon partenariat avec les impôts, de sorte que la plupart des cadres des impôts passent par ISAE et quand ils vont à l'examen, ils réussissent d'un trait, ils sont très contents. On est fiers de continuer par former les cadres des finances et trésors, ils sont tous chez nous. Les cadres de l'administration hospitalière, les diplomates, c'est chez nous, ils viennent. Et ceux qui ne veulent pas faire l'administration publique, qui sont dans les secteurs privés, tels que les banques et les assurances, banque, finance, assurance, audit, contrôle de gestion, les ressources humaines, la communication, marketing, qui va étroitement de pair aujourd'hui avec le journalisme. Qui dit journaliste aujourd'hui dit communicateur. Qui dit communicateur dit qu'il faut avoir les notions basiques de journalisme pour savoir conduire, manager une entreprise vers le succès. Donc, nous avons suffisamment de filières que nous mettons et nous préparons les filières industrielles pour l'avenir, l'informatique industrielle, la sécurité informatique, informatique et système logiciel, informatique de gestion. On prépare ces filières-là pour la prochaine rentrée. Pour la prochaine rentrée. Merci à vous, Clément Adéotia Deschamps. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité constante à nos différents programmes télé sur ESAE TV. Belle suite de programmes sur ESAE TV. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous demain dimanche de l'invité avec Irénée Agossa.